Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à nouveau sur The Grey Zone avec Aaron Maté. Comme d'habitude, désolé pour le petit retard au démarrage. En fait, j'avais l'autre co-animatrice d'Aaron, Katie Halper, ici même. Elle a emprunté mon studio, et pour une raison que j'ignore, il y a maintenant une lumière qui ne marche plus. Peut-être que son aura brille un peu trop fort. Bref, j'essayais de réparer ça ces 5 dernières minutes. Et nous voilà de retour. Aaron, toi aussi, tu reviens tout juste des finales NBA. J'étais au final de la NBA. Oui, j'y étais. Et contrairement à ce que certains disent, il y a même des théories du complot là-dessus. Vous croyez vraiment que je paierais pour une finale NBA? Allons, soyons sérieux. J'ai eu la chance d'obtenir des billets gratuits. J'en ai profité pour voir, pour la première et sans doute la dernière fois de ma vie, un match de finale NBA. J'étais là. J'ai été témoin d'une soirée historique. Mais pour être honnête avec vous, écoutez, je suis juste un fan de basket. Je n'ai jamais été supporté d'une équipe en particulier, sauf peut-être des Lions de la Colombie-Britannique en Ligue canadienne de football. Un petit clin d'œil au passé. Mais je voulais que la série dure un peu plus longtemps, parce que je trouve que c'était une super série, et les Spurs sont une équipe passionnante. Mais bon, c'était le moment des Nuggets, et leur performance était incroyable. Et j'ai eu la chance d'y assister. Donc non, je ne fais pas partie de la classe Epstein. Je ne fais pas partie de la classe Epstein. Non. Ouais. Enfin, je veux dire, j'étais pas vraiment fan d'aucune des deux équipes. Mais je me disais, bon, après 53 ans, les Knicks mériteraient bien de gagner. Et puis j'ai commencé à regarder MSG. Et là, j'ai vu défiler en gros la liste des invités du Ranch Zorro et de l'île d'Epstein, assis au bord du terrain, avec en plus quelques-uns des pires opportunistes, genre Taylor Swift et les sœurs Haim. Franchement, ça a un peu gâché tout le plaisir. Et je pense que pour beaucoup de gens, ça a un peu refroidi l'enthousiasme autour de cette espèce de conte de fées des Knicks, leur ascension vers le titre. Jerry Seinfeld, qui déclare ensuite que tout ça n'existe pas. Ouais. Howard Lutnick sur le parquet. Et bien sûr Trump, l'unique, DJ Khaled, les deux qui se font des signes. Ouais, Trump. Oui. Écoute, c'est excitant. Vivre à New York, c'est quand même assez incroyable à voir. Et puis c'est une équipe vraiment attachante. Donc oui, je suis clairement à fond derrière eux. Je suis dans le wagon, comme on dit. Mais je dois aussi dire que quand j'étais à San Antonio, une ville ouvrière, très marquée par l'armée, j'ai eu l'impression que plus de la moitié de la salle, c'était des fans des Knicks un peu insupportables. Et je trouvais ça franchement injuste. Les gens du coin ne peuvent même pas se payer une place. Et cette base de fans un peu gentrifiée débarque et prend le contrôle de l'arène. C'était quelque chose à voir. Enfin bon, il y a encore plein de sports cet été, avec la Coupe du Monde aussi. Et bien sûr, Trump, qui trouve le moyen de politiser tout ça en interdisant même à l'équipe iranienne de rester dans le pays entre les matchs. Ils doivent partir dès qu'ils ont fini de jouer. Ouais. L'équipe iranienne doit traverser la frontière tous les jours, de Tijuana jusqu'à San Diego ou El Centro. Et ensuite, ils doivent jouer à Los Angeles, là où se trouvent les partisans monarchistes les plus extrêmes, ceux qui les chahutent et agitent des drapeaux israéliens devant leur bus. Franchement, ça semble fait exprès. C'est un peu comme si on faisait jouer l'équipe nationale cubaine à Miami. Oui. J'espère que l'Iran a glissé quelque chose à ce sujet dans le protocole d'accord qu'ils viennent de signer avec Trump, histoire qu'il laisse tranquille l'équipe nationale iranienne. C'est absurde. Franchement, si on essaye d'établir des liens diplomatiques pendant le plus grand événement sportif du monde, on ne va pas forcer l'équipe iranienne à quitter le pays sous prétexte que leur gouvernement est celui qu'on veut renverser. Donc peut-être que l'administration Trump va revenir sur cette décision. Et si ce n'est pas le cas,
Ça montrera à quel point ils ne sont pas sérieux quand ils parlent d'un accord de paix avec l'Iran, alors qu'ils prétendent justement vouloir en conclure un. Oui, 15 membres de l'équipe, le personnel d'entraînement, se sont vus refuser leur visa. Il y a déjà eu des tentatives pour recruter l'équipe féminine iranienne, et d'autres équipes iraniennes ont été manipulées ou maltraitées. Je crois qu'il y a même eu des interrogatoires étranges de l'équipe féminine de football d'Iran pendant la Coupe du Monde féminine. Donc il est impossible de séparer la politique de la FIFA. Et puis, il y a comment il s'appelle déjà? Gianni Infantino, le président de la FIFA, l'une des organisations les plus corrompues au monde, qui siège au Board of Peace de Trump, une sorte de réseau de corruption évident, dans lequel la FIFA a payé $1 milliard pour en faire partie, et a validé la destruction ou la poursuite du nettoyage ethnique et du génocide à Gaza, après la mort de plus de 200 athlètes palestiniens, dont de nombreux footballeurs délibérément pris pour cible. La corruption est tellement extrême que, franchement, c'est difficile d'en tirer la moindre satisfaction. Je veux parler plus tard de l'UFC, mais pas pour parler du sport en soi. C'est parce que cet événement, qui a eu lieu le jour des 80 ans de Trump, a vraiment offert une sorte de microcosme parfait de ce qu'est devenu le mouvement MAGA aujourd'hui. Mais puisque tu as évoqué l'accord avec l'Iran, si on peut vraiment appeler ça un accord, parce qu'en réalité, pour l'instant, c'est un simple mémorandum d'entente, ce qui est une manière assez étrange de conclure ou d'amorcer un cessez-le-feu. On devrait en parler. Alors, quelle est ta première réaction, sachant qu'on connaît très peu de choses sur le contenu de cet accord, et qu'on entend des versions différentes, selon qu'elles viennent du côté iranien ou du côté américain? Je pense que la seule chose vraiment significative, c'est que Trump reconnaît qu'il a perdu sa guerre de changement de régime. En gros, il le met noir sur blanc. Cette guerre a été lancée fin février, quand Trump disait aux Iraniens « Quand on en aura fini ici, ce sera à vous de prendre le pouvoir ». Il appelait donc clairement à un changement de régime, et ça a échoué. Quand la partie militaire de la guerre a échoué, il a ensuite tenté un blocus pétrolier pour empêcher l'Iran d'exporter son pétrole. Et je pense qu'il espérait voir si l'économie iranienne finirait par s'effondrer sous l'effet combiné de son blocus, des dégâts causés par ses bombardements et bien sûr de ses sanctions paralysantes. Et ça n'a pas marché. L'influence de l'Iran sur le détroit d'Ormuz s'est révélée tout simplement trop forte, surtout avec ses frappes contre les forces américaines dans la région et la menace qu'il faisait peser sur les alliés du Golfe de Trump. Parce qu'en fait, il les avait placés en première ligne de sa stratégie de guerre pour un changement de régime aux côtés d'Israël. Donc, il a échoué. Et ce protocole d'accord rétablit en gros le statu quo d'avant qu'il commence à bombarder. En clair, il reconnaît l'échec de sa guerre pour un changement de régime. Mais est-ce qu'il ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre les États-Unis et l'Iran? Est-ce qu'il va lever ces sanctions paralysantes faites pour déstabiliser l'Iran ou pas? Non. Et je pense que c'est assez clair, même en écoutant J.D. Vance aujourd'hui. Il est au cœur du gouvernement, dans le cercle de Trump, et pourtant, c'est lui qu'on considère comme le plus anti-interventionniste. Mais à la façon dont il parle, la politique n'a pas changé. L'Iran, depuis longtemps, est prêt à accepter des limites à son programme nucléaire. Mais les États-Unis, eux, refusent d'accepter la résistance de l'Iran à la domination israélienne. Et comme l'Iran refuse de céder sur ce point, il continuera d'être visé par une stratégie de changement de régime. Donc je ne pense pas que cet aspect-là change. C'est une pause dans la guerre de Trump, dans sa campagne de changement de régime. C'est un aveu d'échec, mais ce n'est pas la paix.
Oui, ça me fait un peu penser à l'armistice de la guerre de Corée. C'était quoi? 53-54. Cet accord n'a pas mis fin à la guerre. Le conflit n'a jamais vraiment cessé. Il n'y a jamais eu de paix, pas de véritable arrêt des hostilités entre le Sud et le Nord. En fait, Trump avait essayé d'y mettre fin. Et ça aussi, ça a été saboté par les mêmes forces qui cherchent aujourd'hui à faire échouer un vrai cessez-le-feu avec l'Iran et une paix durable avec l'Iran. Ce sont pour beaucoup les mêmes acteurs, même s'ils étaient moins puissants que le lobby israélien et le mouvement sioniste. Donc, on est un peu dans un conflit gelé, et c'est très clair de voir qui s'oppose à cet accord en Occident, surtout aux États-Unis. Désolé. Les mêmes éléments qui ont entraîné Trump dans cette guerre, les mêmes qui l'ont fait asseoir dans la salle de crise pour lui expliquer comment cette guerre allait commencer, et qui lui ont menti à ce personnage un peu sénile, un peu acheté, en lui promettant une victoire immédiate, à la manière du Venezuela, grâce à des frappes de décapitation. Selon eux, en 2 à 4 jours, le soi-disant régime tomberait, la population iranienne se soulèverait, avec peut-être l'aide des forces kurdes, et la République islamique d'Iran se dissoudrait d'elle-même. C'était Benjamin Netanyahou et ses relais. Netanyahou est venu ici, à Washington, en février, et il a expliqué à Trump comment tout cela allait se passer. Trump a suivi le mouvement. Personne, ni dans son cabinet, ni parmi ses responsables du renseignement militaire, ne s'est vraiment opposé à lui, à part, je crois, le général Dan Keane, le chef d'état-major interarmé. Lui, il faisait fuiter son désaccord à la presse, et il savait très bien qu'ils allaient épuiser leur stock d'intercepteurs, les systèmes THAAD. Il aurait fallu déplacer des batteries THAAD depuis la Corée du Sud, alors que la Corée du Sud les avait obtenues au prix fort, en détériorant ses relations avec la Chine, ce qui lui a coûté économiquement. Les systèmes THAAD et les batteries Patriot, les PAC-3, auraient dû être transférés d'Ukraine pour défendre Israël. Et tout ça, je l'ai dit dès le départ, c'était une guerre sioniste. Et elle allait échouer. Tout ce qui s'est passé était parfaitement prévisible. Donc, d'une certaine manière, ça confirme l'échec de l'opération Epstein-Fury. Et maintenant, c'est très clair, encore une fois, qui était responsable de cette guerre. Quand on voit Mark Levin fulminé, quand on voit Mark Thiessen fulminé, quand on voit Mark Dubowitz fulminé, tous ces marques, enfin, comme dirait peut-être Snoop Dogg, des marques Asbusters, sont là, en train d'essayer de duper le public américain. Mais on n'est plus des pigeons, ni des victimes. Tout le monde voit bien que c'était une guerre sioniste ratée, économiquement désastreuse, et qu'il devrait y avoir des reproches, des conséquences, et même des représailles contre ces personnages. C'est ce qu'on aimerait voir. Malheureusement, je ne pense pas que Trump en soit capable. Si j'étais Trump et que je me trouvais en ce moment dans la salle de guerre, je ne sais même pas s'il en a une, vraiment centrée sur sa propre stratégie, j'utiliserais tous les leviers médiatiques possibles pour humilier ces gens, les dénoncer, et j'irais même jusqu'à lancer des enquêtes sur le FDD, la Fondation pour la défense des démocraties. C'était le principal think tank israélien installé à Washington, celui qui a conçu toute cette guerre de A à Z, en commençant par les frappes de décapitation et en allant jusqu'au soi-disant blocus naval. Ils ont même, par l'intermédiaire de Jared Kushner, placé un de leurs collaborateurs, Nick Stewart, au sein de l'équipe de négociation chargée de superviser le blocus naval, ce qui a encore aggravé cette sorte de nouvelle crise de Suez. Donc, si vous êtes Trump, vous voulez vraiment punir ces éléments. Mais je pense que ces mêmes éléments finiront par se retourner contre lui, avec des figures du Sénat, comme Roger Wicker, le président de la Commission des Affaires étrangères, qui poussait encore aussi tard que le 9 juin
pour une sorte de Epstein Fury 2.0. Le comité éditorial du Wall Street Journal, certains cercles de Fox News, évidemment Mark Levin, tous ces gens-là vont s'en prendre à Trump, aux côtés des démocrates. Et les démocrates, eux, vont le traiter de taco. En gros, Trump se dégonfle toujours pour essayer de le faire passer pour faible à cause de cet accord. Et je ne pense pas que Trump sera assez fort pour résister à cette pression, ni pour faire quoi que ce soit face à l'invasion israélienne du Liban, qui est toujours en cours et qui a été utilisée comme levier pour saboter cet accord. Eh bien, je me demande simplement si on arrivera même à un point où les néoconservateurs auront encore quelque chose contre quoi s'opposer. Parce que Trump dit que c'est un accord nucléaire, mais en réalité, c'est la même chose. Si on écoute J.D. Vance aujourd'hui, il a fait, selon moi, une déclaration contradictoire en parlant des conditions dans lesquelles les États-Unis lèveraient les sanctions contre l'Iran. Et pour l'Iran, c'est la question la plus importante. Pour les États-Unis, la principale préoccupation, c'est censé être le programme nucléaire iranien. Mais on sait que l'Iran a déjà accepté à plusieurs reprises des contraintes à ce sujet, dans le cadre du JCPOA, des discussions menées par Oman avant la guerre et des propositions faites depuis. Donc cet aspect-là peut être traité. La vraie question pour l'Iran, c'est de savoir si les États-Unis vont lever les sanctions. Ce sont des sanctions étouffantes, conçues pour empêcher l'Iran d'avoir une économie qui fonctionne. Et si on écoute J.D. Vance aujourd'hui, il a déjà posé des conditions contradictoires sur ce que l'Iran devrait faire. Alors d'abord, voici Vance qui parle. Je crois que c'est sa première interview donnée à CBS News. On va récupérer 24 milliards de dollars de fonds gelés s'ils atteignent certains objectifs. C'est bien ça? Is that true? Eh bien, encore une fois, Ed, on reste ouvert à beaucoup de choses qui sont sur la table. Mais ces 24 milliards de dollars, ça n'apparaît nulle part, dans aucun des textes dont on a parlé avec les Iraniens. Ce qu'on a dit, c'est qu'on est prêt à discuter du dégel de certains avoirs. Mais l'enjeu bien plus important, c'est de lever les sanctions sur leur économie, à condition qu'ils prennent des engagements à long terme sur le programme nucléaire. Alors, tu sais, encore une fois, certains éléments plus durs dans leur pays vont forcément déformer l'accord pour pouvoir le vendre à une partie de leur opinion publique. Mais je pense que là encore, le texte est très clair. Il n'y a rien sur ces 24 milliards. Ce qui est clair, en revanche, Ed, c'est que l'Iran renonce à son programme nucléaire sur le long terme, qu'ils acceptent un vrai régime d'inspection. Et bien sûr, on veut qu'ils en tirent beaucoup d'avantages. Le président l'a dit, on veut qu'ils deviennent un pays prospère. Oui, on veut repartir sur de nouvelles bases avec l'Iran. Mais pour ça, il faut qu'ils fassent un pas vers nous. Très bien. D'abord, quand il parle de 24 milliards de dollars, ce qu'on ne dit pas dans ces discussions, c'est que ces 24 milliards, c'est de l'argent iranien. Ce n'est pas comme si les États-Unis donnaient quelque chose à l'Iran. C'est l'argent volé de l'Iran, que les États-Unis retiennent depuis des décennies. Mais il faut noter une chose essentielle. La principale condition, la condition pour lever les sanctions américaines, concerne le programme nucléaire iranien. Or, l'Iran avait déjà respecté cette condition dans le cadre du JCPOA. C'est Trump qui a rompu cet accord. Et pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il voulait un changement de régime. Il voulait ce changement de régime parce que l'Iran résiste à l'hégémonie américano-israélienne. Et depuis, il exige que l'Iran cède aussi sur ce terrain-là, qu'il cesse de soutenir les groupes qui s'opposent à cette hégémonie, notamment le Hezbollah. Mais l'Iran n'a pas bougé. Et voilà que J.D. Vance, après avoir déclaré à CBS News que la seule condition pour lever les sanctions concernait le programme nucléaire iranien, ajoute ensuite une deuxième condition.
Fondamentalement, il s'agit d'un allègement des sanctions. Nous ne leur donnons pas d'argent américain. Pas un seul dollar américain n'ira à l'Iran. Mais ce que nous disons, George, c'est que nous sommes prêts à accorder un allègement important des sanctions si les Iraniens prennent les engagements à long terme nécessaires pour devenir un pays normal. C'est-à-dire renoncer à leur programme d'armes nucléaires et cesser de financer des activités terroristes dans tout le Moyen-Orient. Et l'un des aspects vraiment intéressants de l'accord, mais nous allons... Voilà, vous l'avez entendu. Dans le deuxième extrait, il ajoute une deuxième condition. Ce n'est plus seulement une question de programme nucléaire. Donc si c'est ça, oubliez. Il n'y aura pas d'accord. Tout ça, et c'est ce que je pense, c'est ce qui finira par faire exploser les négociations de paix. Trump va insister pour qu'Iran rompe ses liens avec le Hezbollah. L'Iran ne le fera pas et tout le monde s'en ira. On reviendra simplement au statu quo d'avant. Bravo Trump, le détroit d'Ormuz a été rouvert. Peut-être qu'au passage, il y aura un petit allègement des sanctions sur l'exportation de certains produits iraniens ou la restitution symbolique d'une petite partie des avoirs gelés. Mais pour ce qui est d'un véritable accord, si la condition, comme Vance vient de le dire, ne concerne pas seulement le nucléaire, mais aussi le soutien de l'Iran à ses alliés qui résistent à l'hégémonie américano-israélienne, alors il n'y aura pas d'accord de paix. Oui, et ça c'est typique de Steve Witkoff, l'émissaire, qui change sans arrêt les règles du jeu. Il allait en Iran ou à Oman, les discussions se passaient bien, puis il rentrait à Washington et tenait un discours complètement différent. Par exemple, sur les alliances de l'Iran ou sur les missiles balistiques. Et je me souviens, Steve Witkoff avait dit, au tout début de la guerre, « Ils ferment le golfe d'Ormuz. Ils ne peuvent pas faire ça. » Ils ne savaient même pas ce qu'était le détroit d'Ormuz. Il y a un vrai manque de compréhension du point de vue iranien, et même des faits de base sur l'Iran, que ce soit la partie technique du programme nucléaire ou la situation dans la région. Et J.D. Vance est censé être celui qui tempère, celui qui soutient l'accord, mais il n'arrive pas à formuler des conditions claires. Tout repose sur des critères de référence. Ça me rappelle les accords d'Oslo, où rien n'était gravé dans le marbre. Il n'y avait pas de frontières définies. Tout dépendait de discussions futures. Et puis, il y a le fait que les compagnies d'assurance ne vont pas couvrir le transport maritime pendant les 6 à 12 prochains mois, sauf s'il y a de la stabilité. Ce qui veut dire que cet accord doit être appliqué par les États-Unis, au Liban et ailleurs pour rouvrir le détroit d'Ormuz et assurer une stabilité durable. Les États-Unis font dépendre tout cela de l'Iran. En réalité, tout dépend des États-Unis et de leur leadership. Les États-Unis ont évidemment été complètement compromis par leur relation avec Israël. Donc, c'est une autre raison de penser que ça n'ouvrira pas vraiment le détroit, ni que ça apportera un vrai soulagement économique. Mais clairement, Trump est en mode panique. Il panique parce que les élections de mi-mandat approchent. Sa base s'effondre. Les jeunes hommes se détournent de lui en nombre record. Un nouveau sondage du New York Times montre qu'il a perdu environ 10% des jeunes électeurs blancs ces dernières semaines. Les chiffres sur cette guerre sont catastrophiques. Il a donc de bonnes raisons de vouloir un accord. Mais je ne pense pas qu'il sera capable de le faire respecter. Et il y aura sans doute, enfin, je pense qu'on se dirige vers un conflit gelé. En même temps, ceux qui ont poussé Trump dans cette guerre, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas contents de la tournure des choses. Mark Dubowitz, vous savez, si vous avez des difficultés économiques, si le plein d'essence vous coûte trop cher, si vous conduisez pour gagner votre vie, que ce soit Uber, la livraison de repas, peu importe, ou si vous avez un long trajet pour aller travailler. Si vous êtes agriculteur et que le prix des engrais explose au point de risquer de perdre votre exploitation,
Eh bien, tout Américain de la classe ouvrière devrait remercier Mark Dubowitz pour ça. Parce qu'il n'y a personne, en dehors du gouvernement, qui ait eu plus d'influence que lui pour pousser à cette guerre. À la Fondation pour la défense des démocraties, qui a été lancée comme un groupe de lobbying pro-israélien, il suffit de regarder le logo d'origine de la Fondation. Des documents signés par Clifford May montrent qu'elle a été créée pour promouvoir les intérêts d'Israël à Washington. Et voilà Dubowitz qui s'affole. Ravitailler les marchés de l'énergie, laisser les forces armées se reposer et se réarmer, élaborer un plan pour soutenir les Iraniens afin d'affaiblir le régime, appliquer les sanctions avec une pression constante, ne pas se faire manipuler à la table des négociations, tester Téhéran dès le début, donner peu, exiger des résultats, se retirer rapidement, frapper plus fort. On dirait vraiment une série d'ordres qu'il donne à Trump. Et chaque jour, il se répète des mantras pour garder le moral face à la menace d'une trêve. Je ne veux pas parler de paix, parce qu'en réalité, ils ne font que mettre la guerre sur pause pour mieux se réorganiser. Donc je pense que Mark Dubowitz obtiendra en fait beaucoup de ce qu'il veut. Ils vont simplement repartir de zéro et chercher une nouvelle façon de détruire l'Iran, peut-être même en essayant de provoquer une guerre civile, puisque la campagne militaire à distance n'a pas fonctionné. Et pour revenir un instant sur Wyckoff, avant que j'oublie, il illustre parfaitement à quel point cette administration est complètement prisonnière du lobby belliciste de l'establishment. Au départ, il parlait d'accepter les niveaux d'enrichissement prévus par le JCPOA, autour de 3,67%. Il l'avait même dit publiquement. Et puis, il a suffi d'une seule journée de panique du lobby pro-israélien et d'autres néoconservateurs pour qu'il fasse aussitôt marche arrière et réclame ensuite un enrichissement zéro. Voilà à quel point cette administration cède facilement au moindre signe de pression du lobby de la guerre. Et rien n'indique que malgré toutes les crises de nerfs de ces milieux-là, quoi que ce soit ait vraiment changé. Oui, je le regardais chez Mario Nafal, et il n'arrêtait pas de couper la parole. Il était complètement surexcité. C'était fou de voir Dubowitz comme ça, un peu comme Hitler dans son bunker. Il voit vraiment ce moment comme une sorte d'apocalypse. Mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est que pour le lobby Israël d'abord, c'est un revers majeur. Et il va forcément y avoir une réévaluation de la relation entre les États-Unis et Israël. Il faudra bien, à cause de ça, à cause de leur profonde impopularité et de celle d'Israël aux États-Unis. Ils vont devoir dissimuler tout ça derrière des initiatives de coopération opaque dont on parlera plus tard. Mais moi, je ne vois pas cet accord tenir. En même temps, je ne pense pas qu'un grand conflit redémarre à court terme. Mais qui peut savoir? Ce serait trop politiquement désastreux pour Trump. Oui, c'est ça. Parce que, et le Liban alors? Oui. Tu sais, Israël va agir. Mais maintenant, la vraie question c'est, qu'est-ce que l'accord dit à propos du Liban? On a entendu des fuites du côté iranien, selon lesquelles il demanderait à Israël de se retirer. Personnellement, je doute que Trump accepte ça. Mais il doit forcément y avoir quelque chose dans le texte, une formulation qui parle du Liban, parce que l'Iran ne signerait jamais un accord sans y inclure le Liban. Et aujourd'hui, pour Israël, la voie pour faire exploser la paix et relancer la guerre passe par le Liban. Là-bas, leur objectif, c'est d'éliminer le Hezbollah et toute sa base de soutien, qui représente beaucoup de monde. C'est pour ça qu'ils ont déjà déplacé plus d'1,5 million de personnes et tué plus de 3000 civils depuis mars. Leur but, c'est de détruire le Hezbollah, la base populaire du Hezbollah. Alors, la question que je me pose cette semaine, c'est que dit exactement le mémorandum d'entente s'il dit quelque chose sur le Liban? Et est-ce que Trump va enfin freiner Israël dans son agressivité là-bas?
Voici l'ambassadeur des Nations Unies, Mike Waltz, un proche de longue date du lobby pro-israélien, qui parle du Liban et prépare un peu le terrain pour ce que vous décrivez. C'est absolument essentiel pour les générations futures et pour la stabilité mondiale. Monsieur l'ambassadeur, que voulez-vous dire à propos de cette dernière et plus grande inquiétude, à savoir que le Liban pourrait devenir le facteur de blocage dans cet accord plus large entre les États-Unis et les efforts diplomatiques iraniens? On sait que le Hezbollah a lancé des projectiles et des attaques de drones dans le nord d'Israël ce week-end. Israël a répliqué avec ses propres frappes dans le sud du Liban et à Beyrouth. Où en est-on aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il y a deux choses, Maria. D'abord, nous soutiendrons toujours le droit d'Israël à se défendre. Le Hezbollah continue d'attaquer des quartiers, des écoles, et de tirer des roquettes de manière indiscriminée sur Israël. Mais ce qui est important, c'est que pour la première fois, et encore une fois sous la direction de ce président, le gouvernement libanais s'assoit à la même table que les Israéliens et prend vraiment des mesures importantes pour enfin débarrasser le Liban du cancer qu'est le Hezbollah. Les Iraniens essayent de lier les deux dossiers. Nous, au contraire, nous les séparons et nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir le droit d'Israël à se défendre, tout en avançant sur un processus diplomatique afin qu'on puisse, espérons-le, voir la paix s'installer dans la région. Et, it's awesome, passage, la Syrie joue aussi un rôle extrêmement important dans tout cela. Et l'Iran désormais est aussi sorti de Syrie. Exactement, parce qu'Al-Qaïda est là, et c'est vous qui l'avez installé avec votre guerre de changement de régime. Mais, vous savez, il y a des remarques incroyables là-dedans. D'abord, il dit « Nous essayons de dissocier le Liban de l'accord avec l'Iran ». Eh bien, c'est vous qui depuis toujours insistez pour que l'Iran capitule en abandonnant son soutien au Hezbollah. Et maintenant, parce que l'Iran exige qu'Israël cesse ses attaques contre le Liban, tout à coup, il faudrait séparer le Liban de l'Iran. Alors que c'est vous qui répétez qu'il est inacceptable que l'Iran soutienne le Hezbollah. Donc, l'Iran n'a pas le droit de soutenir le Hezbollah. Mais en revanche, vous auriez parfaitement le droit de soutenir Israël pendant qu'il détruit le Liban, là où se trouve le Hezbollah. Tu crois vraiment qu'Iran ou le Hezbollah vont accepter ça? C'est le comble de l'hypocrisie. Et puis, bien sûr, il parle du Hezbollah comme d'un cancer. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne parle pas seulement d'un groupe armé. Il parle d'un mouvement politique qui fait partie du plus grand bloc politique au Parlement libanais. Le Hezbollah fait partie de cette coalition qui a, je ne sais pas, 61 sièges, 62 peut-être, voire plus. Ils en auraient sûrement davantage si le vote libanais reflétait vraiment la population. Mais quoi qu'il en soit, il est en train de traiter une énorme partie du pays, la moitié, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, de cancer. Max, ton micro est coupé. You're muted, Max. Et ça, c'est pour renforcer la politique israélienne, qui relève du nettoyage ethnique, expulser 1 million de citoyens libanais chiites du Sud. C'est ce qu'ils essaient de faire depuis le cessez-le-feu de 2024. On oublie toujours qu'il y a eu plus de 1000 violations de ce cessez-le-feu par Israël, avant même que le Hezbollah n'entre dans le combat, après le début de l'opération Épée de fer contre l'Iran. Ensuite, Israël a commencé à imposer une ligne jaune, la même que celle qu'il a mise en place dans la bande de Gaza, où il a pris le contrôle de 60% du territoire. Et que se passe-t-il derrière cette ligne jaune? D'abord, personne n'a le droit de la franchir. Si quelqu'un essaye de retourner chez lui, il se fait tirer dessus. Puis ils font venir des conducteurs de bulldozers D9 pour raser les maisons. Chaque conducteur de bulldozer D9
est payé pour chaque maison qu'il détruit. Ils font exploser des villages entiers. De vastes zones du sud du Liban, qui abritent un patrimoine humain et civilisationnel immense, sont en train d'être rasées. La ville de Tyr, une cité datant de l'époque biblique, est bombardée et détruite en ce moment même. 20, 30 Libanais sont tués chaque jour. Le but, c'est de déraciner les citoyens chiites libanais, tout comme les Palestiniens ont été déracinés à Gaza et depuis la Nakba. C'est pour ça que Waltz les qualifie de cancer. Et c'est bien une attaque contre des civils, parce qu'Israël ne parvient pas à vaincre le Hezbollah sur le champ de bataille et subit ses propres pertes jour après jour. Ces pertes deviennent un énorme problème politique pour Netanyahou. Mais il n'a plus rien d'autre que cette guerre. Voilà l'autre problème. Netanyahou ne peut pas laisser la paix s'installer à cause de ses propres ennuis judiciaires. Et si la paix, enfin je n'appellerai pas ça la paix, mais disons une sorte de pause entre deux guerres, parce qu'Israël est toujours dans un état de guerre permanent, eh bien Netanyahou perdrait et il finirait par être renversé. Sa coalition se désagrégerait. Le pays recommencerait à se concentrer sur des sujets comme le projet de loi sur la conscription des Haredim pour enrôler les ultra-orthodoxes. Comme avant le 7 octobre, Israël était dans une sorte de guerre civile politique, et il reviendrait à cet état-là, et Netanyahou serait renversé. Netanyahou a aussi ce problème qu'il a besoin de Trump. Il a désespérément besoin de Trump à cause de ses propres poursuites judiciaires. Souvenez-vous, Trump a envoyé Mike Huckabee s'asseoir dans la tribune des témoins pour soutenir Benjamin Netanyahou quand celui-ci devait témoigner dans l'un de ses procès pour corruption. Trump fait pression sur le président israélien, Isaac Herzog, pour qu'il accorde la grâce à Netanyahou, ce qu'il refuse jusqu'à présent. Du coup, Netanyahou a besoin de Trump. Et s'il le défie trop ouvertement, il est fichu. La guerre, c'est ce qui retarde l'inévitable pour Netanyahou. Et il a besoin de cette guerre. Au Liban, comme en Israël, tout l'appareil militaire et de renseignement israélien soutient cette guerre. Ils estiment qu'il faut établir ce qu'ils appellent une zone tampon, qui est en réalité une zone de nettoyage ethnique, une zone de mort. Et voici l'un des éléments clés de la coalition de Netanyahou, Itamar Ben-Gvir, au cœur de cet accord. Il dit en s'adressant à Netanyahou, « Tu sais, les combats sont terminés. Ni à Gaza, ni au Liban. Les combats sont terminés. » Et il exige que Netanyahou permette aux soldats israéliens de continuer à se défendre sur le territoire israélien. Nous devons continuer à démolir des maisons dans le sud du Liban. Je suis content qu'il le reconnaisse. Nous devons continuer à déplacer les habitants du sud du Liban. Encore une fois, j'apprécie franchise. Et ensuite, il faut éliminer le Hezbollah. Donc, même si Netanyahou voulait respecter l'accord de Trump, il subit une énorme pression venant de sa propre droite, de figures de sa coalition, notamment du parti Otzma Yehudit, qui gagne du terrain chez les jeunes Israéliens juifs, parce qu'ils deviennent de plus en plus fascistes avec le temps. C'est l'un des rares pays, voire peut-être le seul au monde, où la jeune génération devient plus extrême que la précédente. C'est quelque chose de typiquement israélien. Et donc, je pense que c'est bien la direction qu'on va continuer à suivre. Le choc entre, d'un côté, la politique israélienne, qui cherche désespérément à s'imposer comme puissance régionale en poussant au changement de régime en Iran et en menant la guerre dans la région, et de l'autre, l'opinion publique américaine. Le fossé va continuer à se creuser. Et ce n'est pas seulement les fascistes comme Itamar Ben-Gvir, c'est aussi la gauche sioniste israélienne. Prenez Yair Golan, par exemple. Il vient de l'ancien parti travailliste, et il qualifie l'accord, le mémorandum d'entente,
de matinée difficile pour Israël. Les citoyens israéliens se réveillent face à un accord entre les États-Unis et l'Iran conclu par-dessus leur tête. Mais comment voulez-vous qu'un tel accord soit conclu autrement? Et lui, il dit que tous leurs acquis ont été effacés par cet accord. Et puis, bien sûr, il se met à accuser Netanyahou. Netanyahou, selon lui, c'est bon pour le Hamas, c'est bon pour l'Iran, c'est bon pour le Hezbollah, mais ce n'est pas bon pour Israël. Donc Netanyahou est aussi attaqué par la gauche sioniste. Ils le traitent de faible pour avoir conclu cet accord et se présentent eux-mêmes comme des dirigeants plus forts, plus militaristes, en réalité plus fascisants, d'une future coalition israélienne. Et c'est un peu la même chose qu'on va voir avec Schumer et les démocrates, ou quelque chose de similaire. Ils vont accuser Trump d'avoir reculé, puis d'avoir conclu un accord encore pire que le JCPOA, du moins du point de vue israélien. Parce qu'au fond, si ça se fait, ça libérera beaucoup d'actifs. C'est complètement hallucinant. Les démocrates au Sénat sont dirigés par un type, Chuck Schumer, qui s'est opposé à l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, et qui depuis fait tout pour bloquer toute forme de diplomatie avec l'Iran. Oui, c'était vraiment son cheval de bataille. Souvenez-vous, il avait fait cette vidéo de Trump, le dur à cuire Trump, en train de rejeter les accords avec l'Iran, comme s'il pensait que le public américain allait partager son indignation à l'idée même d'une diplomatie avec l'Iran. Comme si les gens voulaient surtout s'assurer qu'Israël ait le droit d'aller tuer autant de monde qu'il veut dans la région. Et donc il rejoindrait Chuck Schumer dans sa colère à ce sujet. D'ailleurs, Chuck Schumer a récemment défilé avec... C'était qui déjà? Smotrich, c'est bien ça? Ouais, je veux dire, je ne pense pas qu'il savait qu'il allait défiler avec eux. Mais bon, c'est ce qui arrive quand on va à la parade de la journée d'Israël, que Mamdani a boycotté. Et c'était pas que lui. Il y avait aussi Bezalel Smotrich, le ministre du Patrimoine, celui qui a appelé à bombarder Gaza et à faire exploser l'esplanade d'Al-Aqsa, qui défilait aussi. Franchement, j'ai perdu le compte de tous les fascistes qui marchaient là. Mais enfin, qu'est-ce que vous croyez trouver à la parade de la journée d'Israël? C'est un peu comme si j'allais à la marche des fiertés et que je m'indignais soudainement de voir des hommes gays, fiers et assumés, danser sur des chars au son de la techno. Genre, je condamne ça. Je condamne cette démonstration effrénée d'homosexualité à la Pride. Et puis évidemment, tous les démocrates sortent pour condamner Smotrich. C'est comme... Enfin, tu crois que c'est quoi ça? Vous célébrez un projet ethno-suprémaciste et en même temps, vous ne voulez pas de tueurs racistes recherchés par la Cour pénale internationale? Moi, je condamne déjà les femmes qui se dénudent au Mardi Gras avec des colliers de perles autour du cou. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc oui, je suis content que tu en parles. C'était une vraie victoire pour Mamdani, même s'il a laissé le défilé avoir lieu. Moi, j'aurais fait en sorte que tout le cortège finisse directement dans une grande file de paniers à salade. Enfin, de fourgons de police, pour être précis. Sans vouloir offenser mes amis irlandais. Des fourgons de police, et tout le monde embarqué direction La Haye. Mais bon, je ne suis pas aux commandes, et je n'ai pas à rendre de compte à Jessica Tisch. Je ne sais pas ce que ça fait. C'est un peu comme Kennedy et J. Edgar Hoover, ou comme Mamdani et Tisch. Mais revenons au sujet du jour, le Liban, juste avant qu'on passe à la suite. Ce qui se passe au Liban, franchement, c'est terrible. J'étais récemment à Dearborn, dans le Michigan, qui, comme tout le monde le sait, est un peu le cœur de la vie et de la culture civique arabo-américaine, juste à côté de Détroit. J'y ai donné une conférence lors d'une levée de fonds pour un média indépendant qui s'appelle TMG, lancé par de jeunes gens là-bas. Et j'ai rencontré beaucoup de membres de la communauté libano-américaine locale. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'à Dearborn, il y a des commémorations presque tous les jours, ou au moins chaque semaine, pour des familles entières,
qui ont été tués. Or at least every week for families, entire families that have been killed. 10 people killed in one strike, 12 people. 10 personnes tuées dans une seule frappe. 12 personnes. Un couple qui me conduisait à la salle de banquet ou à la salle de l'événement. Je leur ai dit que j'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de mémoriaux. Et la femme m'a répondu, « Oui, mon cousin vient d'être tué par Israël pendant qu'il travaillait sa terre. Il tue des gens. » Personne n'est épargné par la campagne de meurtre de masse et de nettoyage ethnique menée par Israël au Liban, dans cette communauté. Et en fait, ce qu'Israël fait, c'est attaquer les personnes les plus proches de la terre. Autrement dit, ils s'en prennent aux agriculteurs, aux défenseurs de l'environnement, ils tuent et ils pulvérisent les champs avec du glyphosate. C'est Steve Sweeney, un journaliste sur le terrain dans le sud du Liban. Le Liban a déposé une plainte au Conseil de sécurité de l'ONU, accusant Israël de violer la Convention sur les armes chimiques dans le sud. Des analyses de laboratoire menées à Aïta al-Shab, Nakura et Daïra ont révélé des niveaux catastrophiques de glyphosate, un produit chimique lié au cancer, fabriqué par Monsanto, vous savez, le Roundup, dans les sols agricoles. En gros, c'est comme si on pulvérisait de l'agent orange. Les niveaux normaux en agriculture seraient autour de 0,5. Enfin, vous voyez l'idée. Ils ont pulvérisé, et ils faisaient déjà ça à Gaza avant le 7 octobre, avec tous les agriculteurs de ce qu'ils appellent la zone tampon. Autre chose terrible qu'ils ont faite, comme je l'ai dit, ils s'en prennent délibérément aux défenseurs de l'environnement. Il y a une femme qui s'appelle Mona Khalil. Elle protège les tortues marines dans un centre de conservation qu'elle a créé, appelé la Maison Orange, juste au sud de Tyr. La voici. Et Israël, la semaine dernière, enfin il y a une semaine et demie, a bombardé la Maison Orange. Une frappe délibérée. Mona Khalil a été grièvement brûlée. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle était dans un hôpital à Beyrouth. C'est délibéré. Ils veulent chasser les gens de leur terre. Je me souviens que, dans le nord de Gaza, pour empêcher les habitants de pouvoir se nourrir eux-mêmes, Israël assassinait délibérément de petits agriculteurs qui essayaient de nourrir la population pendant le génocide, en leur apprenant à cultiver leur propre nourriture. Voici quelques-unes des petites tortues de mer que Mona Khalil a relâchées en 2018 pour qu'elles rejoignent la mer dans le sud du Liban. C'est délibéré. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et bien sûr, nos médias n'en parlent pas vraiment comme il faudrait. Ils répètent sans cesse qu'Israël a frappé des cibles du Hezbollah. La BBC, le New York Times, ils parlent de cibles du Hezbollah. CBS aussi, évidemment. Mais ces soi-disant cibles du Hezbollah, ce sont en réalité des communautés entières, en particulier les chiites libanais, qui subissent un nettoyage ethnique. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Et en Cisjordanie aussi, il faut parler de ce qui vient de se passer récemment, parce que tout le monde continue de l'ignorer. Vous savez, l'Iran prend toute la place, au Liban aussi d'ailleurs. Mais ce qui s'est passé en Cisjordanie, c'était la semaine dernière? J'ai perdu le fil. Des colons israéliens ont mis le feu à un village majoritairement chrétien, Taïba. Oui, ils l'ont incendié. Et quand les Palestiniens ont essayé d'éteindre l'incendie, ils ont tiré sur les pompiers. Et c'est, vous savez, un grand village, un important village chrétien de Cisjordanie. Et ce genre d'attaque contre les terres en Cisjordanie, ça arrive tous les jours, dans cette sorte de partenariat entre les colons israéliens et l'armée israélienne d'occupation. Oui, de nouvelles frappes en double, voire en triple salve, sur les secouristes, les pompiers. Et puis, pendant que j'étais à Dearborn, je mettrai la vidéo en ligne plus tard aujourd'hui ou demain, j'ai visité le Mur des larmes. C'est, je crois, le premier mémorial aux États-Unis dédié aux enfants tués par Israël pendant le génocide de Gaza, entre le 7 octobre et juillet 2025. Il y a 4 grands panneaux remplis de noms, avec parfois des photos de tous ces enfants qui ont été tués. C'est vraiment bouleversant à voir.
C'est un mémorial de l'Holocauste. Il y a au moins 20 000 enfants, si je me souviens bien. Sur la liste, il y en a 18 500, mais elle a encore grandi depuis juillet 2025. Et le cessez-le-feu à Gaza est violé jour après jour, sans aucune réaction de cette administration. Le Conseil pour la paix n'a rien fait d'autre que de travailler à la mise en place d'une base militaire conjointe américano-israélienne à Kiryat Gat, près des frontières de Gaza, pour administrer le camp de concentration. Ils construisent même une immense tour qui surplombe Gaza, comme les tours qui dominaient les camps de concentration et d'autres centres d'internement à travers l'histoire. Le protocole d'accord avec l'Iran. Je sais qu'il ne contient aucune disposition concernant Gaza. Il ne dit rien sur Gaza, ce qui est très regrettable, vu l'importance de la Palestine pour l'Iran tout au long de l'histoire de la République islamique, et pour sa base de soutien. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'il y a des manifestations contre ce protocole en Iran, à Téhéran, depuis plusieurs jours. Les gens scandent des slogans contre Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, et contre Mohammad Ghalibaf. L'une des raisons, c'est qu'ils estiment que la Palestine a été laissée de côté. Et une autre, c'est qu'ils ne font pas confiance aux États-Unis. Et pourquoi le feraient-ils? Alors, Gaza et le Liban restent des zones de conflit. L'Iran, lui, ressemble à un conflit gelé, et je pense qu'il pourrait y avoir une accalmie temporaire. Je ne sais pas si la Coupe du Monde joue un rôle là-dedans, si Trump veut simplement laisser la compétition se dérouler. Il ne semble pas vraiment se soucier de la manière dont les États-Unis sont perçus pendant la Coupe du Monde, vu le nombre d'expulsions, comme celle de l'arbitre somalien, élu arbitre de l'année par la Ligue africaine, et d'autres joueurs qui ont été maltraités. Mais peut-être que ça compte quand même. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un gel des hostilités de 60 jours. Le mémorandum d'accord entre les États-Unis et l'Iran a été signé le jour du 80e anniversaire de Trump, ce qui a valu au ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et au président du Parlement, Mohammad Ghalibaf, des critiques en Iran, pour avoir en quelque sorte offert à Trump une victoire politique le jour de son anniversaire. Mais je pense que c'était un moment opportun, parce qu'Israël venait de frapper le quartier de Daïa, ce jour-là ou la veille. Et ça avait suffisamment agacé Trump et son équipe de voir Netanyahou tenter de saper un possible succès diplomatique pour Trump sur la scène internationale, un moment qui ne se représenterait peut-être pas. Il y avait donc assez d'élan pour conclure cet accord qu'il voulait. Et n'oublions pas que l'Iran subit une forte pression économique, non seulement à cause du blocus naval américain, mais aussi à cause de la destruction de sa base productive pendant l'opération Epstein Fury. Trump a d'ailleurs célébré tout ça pour ses 80 ans sur la pelouse de la Maison-Blanche lors de Freedom 250. C'était, honnêtement, ce qui se rapprochait le plus, dans ma vie, des scènes du film Idiocracy. Et tout ça a culminé avec ce combat d'arts martiaux mixtes de l'UFC dans l'octogone, sur la pelouse de la Maison-Blanche. Je pense que ce spectacle résume parfaitement ce qu'est devenu le mouvement MAGA aujourd'hui. En réalité, il n'y a plus de mouvement. Tout est artificiel, mis en scène, désespéré, forcé, et entièrement tourné vers les milliardaires, au détriment du public américain. Et bien sûr, il y a aussi un élément de sionisme vulgaire qui traverse tout ça, en même temps qu'une dévalorisation de tous les symboles de ce qu'on considérait autrefois comme une république américaine et qui ressemble maintenant à la carcasse d'un empire romain finissant. « 4 000 billets ont été distribués, en gros, à des proches de Trump.
Parmi eux, David Ellison, le propriétaire de Paramount, qui diffusait tout le spectacle. Mark Zuckerberg aussi, qui soutient Trump pour échapper à une enquête de la SEC. Oui, Melania, Mike Johnson, tous ces personnages étaient au premier rang. Très peu de vrais fans de boxe, en réalité. Et puis, des soldats amenés comme figurants, à qui on a donné des places gratuites pour donner un air patriotique à l'événement, alors même que Trump a perdu le soutien d'une grande partie des jeunes hommes blancs. Et il y a eu un incident, en fait plusieurs, qui en disent long sur l'état du mouvement MAGA, et qui nous donne aussi un aperçu de ce qui se passe depuis le début de la guerre en Iran. L'un d'eux, c'était Daniel Cormier. Il a été champion de l'UFC et maintenant, il est toujours au bord du ring comme commentateur aux côtés de Joe Rogan. Il est sous contrat pour être présent à tous ces événements et là, il a exposé Eric Trump pour ce qui ressemble à du délit d'initié. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est un peu les coulisses du système. Apparemment, Daniel Cormier a publié quelque chose, puis l'a aussitôt supprimé. Et il existe des traces de cette publication et de sa suppression, des vidéos en ligne. Franchement, il ne fait aucun doute qu'il a bien posté ça. Il a écrit « Je refuse de rester silencieux. Honte à ceux qui essayent de gâcher ce bel événement. » Et il parle de délit d'initié. Ensuite, il reçoit un message privé d'Eric Trump, sorti de nulle part, qui lui dit « Salut Daniel, je vais assister à l'UFC. » Et il le salue. Tu peux me dire quelque chose sur les combattants de demain? Tu vois qui gagnait? Et là, il répond « J'aimerais bien voir Bo Nickal se battre, mais je veux rester impartial. » On voit que Cormier commence à être un peu mal à l'aise. « Tu paries sur quelqu'un ?» demande Eric Trump. « Non, j'ai pas le droit de parier sur quoi que ce soit, » il répond. « Il y a des combattants blessés, à ta connaissance? C'est un peu du délit d'initié, tout ça. Je vois pas trop pourquoi tu me demandes ça, mais je crois qu'ils sont tous en bonne forme. » Bon, je vais aller droit au but. Est-ce qu'un des combats de demain est truqué? Je vais garder un œil sur le combat de Lopez, et je me dis qu'une surprise serait pas si improbable. L'argent. L'argent. Non, aucun de nos combats n'est truqué. Et franchement, je suis choqué que tu me poses une question pareille. Max, désolé de jouer les rabat-joie, mais pour moi ça a l'air faux. Tu vois ce que je veux dire? Genre ouais, non. Je pense que c'est trop beau pour être vrai. Franchement, on a déjà la corruption éhontée de la famille Trump au grand jour. Et je sais que leur crypto-monnaie était sponsor de l'événement, que les combattants étaient payés, tout ça. Mais là, désolé, je trouve que ça sonne trop parfait, trop évident. C'est trop gros, cette histoire où il écrirait, tu vois, est-ce que certains combats sont truqués dans un message privé? Non, vraiment, c'est trop gros pour être vrai. Daniel Cormier a déclaré qu'il avait été piraté. C'est bien ce qu'il a dit? Oui, il a dit « j'ai été piraté ». Voilà. Et Eric Trump s'est fait épingler par la communauté pour avoir dit que c'était faux. J'arrive pas à croire que vous croyez ça. Tout le monde a dit que c'était publié sur ton compte. Qui peut croire un truc pareil? C'est dingue. Donc tu l'as pas posté? Pourquoi j'aurais fait ça? Alors, il dit qu'il est piraté. Eric Trump a déclaré. So he says he was hacked. Eric Trump said that I'm trying to find the community note for Eric Trump because I don't have it up right. J'essaie de retrouver la note de la communauté sur Eric Trump parce que je ne l'ai pas sous les yeux en ce moment. Où est-ce qu'elle est? Je regarde le compte d'Eric Trump. Il l'a peut-être supprimé. On dirait bien qu'il a effacé la publication où il disait être au courant des images générées par l'IA et où il avait reçu une note de la communauté avec des preuves qu'il l'avait bien postée. Même Son O'Malley, le combattant de l'UFC,
l'a partagé. Et lui aussi, il l'a publié. And he posts this evidence. Je suis désolé de jouer les rabat-joie, mais encore une fois, voilà Eric Trump qui dit « C'est complètement faux. Je n'ai jamais contacté Daniel. » This is on C'est sur le compte de Cormier. Et ensuite, on voit que ça a été supprimé. Donc, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est bien que c'était vrai. C'est bien le compte de Daniel Cormier qui a publié ça. Il dit qu'il a été piraté. Et Eric Trump affirme que c'est faux. Alors, où est la déclaration d'Eric Trump disant que c'est faux? Je viens juste de le mettre ici. Je vais le remettre. Voilà. Si vous allez sur, désolé de jouer les rabat-joie, et ce n'est pas pour remettre en cause l'idée que la famille Trump soit corrompue, parce que bien sûr, tout ça, Eric Trump, c'est complètement faux. Je n'ai jamais contacté Daniel. En fait, c'est flippant. S'il avait vraiment voulu parier sur un match truqué et le faire par message privé sur Twitter, je ne pense pas qu'il soit aussi idiot. Je ne pense pas qu'il soit aussi imprudent dans sa corruption. Il doit bien y avoir un peu plus de sophistication dans leur corruption qu'un simple type sur Twitter. Je ne pense pas qu'il y en ait, mais peut-être que je me trompais. Voilà d'autres données. L'adresse du message supprimé et le message d'origine. Here's some more data, the deleted post URL, the root post. Vous savez, les lecteurs ajoutent beaucoup de contexte pour montrer que ça s'est vraiment passé. Il dit qu'il a été piraté. Ouais, son compte, c'est sûr qu'il l'a été. Pourquoi dire que vous avez été piraté si ça n'est jamais arrivé? Il dit que quelqu'un a piraté son compte et a publié ses messages. Comment quelqu'un pourrait pirater ton... je comprends pas. Quand les gens disent qu'ils se sont fait pirater, ça me fait penser à Anthony Weiner. Les comptes des gens se font pirater. Je sais pas pour vous, mais moi je reçois des messages privés de personnes qui me disent « Vote pour moi dans ce concours de podcast », ce qui ressemble clairement à un truc de beau. Encore une fois, désolé de jouer les rabat-joie. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption, parce que je le rappelle, leur propre crypto-monnaie sponsorisait cet événement à la Maison-Blanche. Voici quelques notes de la communauté à propos d'Eric Trump et de Daniel Cormier. Le message dont il parle, qu'il semble qualifier de faux, était en réalité un vrai message qu'il avait bien publié, puis supprimé peu après. Et on sait tous que l'UFC est un sport corrompu. Mais on sait aussi que, quand Trump faisait fuiter à Barack Ravid, chez Axios, qu'un accord était sur le point d'être conclu, il y avait toujours, juste avant ou juste après, des millions et des millions de dollars de ventes à découvert sur le pétrole, venant de gens qui, d'une manière ou d'une autre, étaient dans la confidence, proches de Donald Trump, et faisaient partie de son premier cercle. Laissez-moi juste préciser un point, pour être équitable avec ce que vous avancez. Si quelqu'un se fait pirater et qu'il récupère le contrôle de son compte très vite, c'est quand même un peu louche. Ça n'arrive pas si souvent. Donc peut-être, je veux rester juste ici, mais ça joue quand même un peu en votre faveur. Ça dit, je ne sais pas. C'est juste difficile à croire qu'Eric Trump puisse être aussi stupide. D'accord. Bon, laissons ça de côté, par pure prudence. Toi, tu es un peu l'équilibre anti-théorie du complot dont on a besoin pour The Grey Zone. Il faut s'en tenir aux faits, pas aux fantasmes. Franchement, ça ressemble tout à fait à quelque chose qui relèverait du clan Trump, et ça éclaire un peu leurs affaires de spéculation autour de l'Iran. Je ne sais pas comment Barron Trump a pu accumuler 220 millions de dollars. Son père dit que c'est un génie parce qu'il sait allumer et éteindre son ordinateur portable. Il ne montre aucune autre compétence. Eric Trump, lui, a aidé à introduire en bourse Parus Drones, une entreprise qui fait des tests.
Parus, c'est une société de technologie de défense qui expérimente des systèmes anti-drones en Iran. Ils sont très impliqués dans tous ces conflits. Et Dana White, l'ancien PDG de l'UFC, a fait don d'$1 million à Donald Trump. Donated $1 million to Donald Trump. Dana White would be someone who would, if this Dana White, dans une situation comme celle-là, dirait sans doute à Daniel Cormier d'effacer son message, de se taire et de faire comme si rien ne s'était passé. Et derrière lui, il y a Ari Emanuel. On ne peut pas vraiment aller à l'encontre de ce système. Il n'y a pas de place pour une voix indépendante dans ce programme, en dehors du cercle de Trump. C'est ce que Son Strickland a découvert quand il a lancé des attaques grossières contre la relation entre les États-Unis et Israël. Son Strickland, c'est le champion en titre de l'UFC, celui qui a battu des combattants que beaucoup pensaient imbattables. Et bien sûr, toute cette histoire avec Son Strickland, c'était une mise en scène, un coup de communication. Mais le message, c'était que lui, le champion en titre, risquerait d'être arrêté simplement pour s'être présenté à cause de ce qu'il a dit sur Israël. Alors voilà, on va aller direct sur scène et on va foutre le feu à ce putain de rassemblement. Détends-toi, détends-toi. C'est, vous savez, juste devant la Maison-Blanche. La police des parcs des États-Unis. C'est une police fédérale. Vous savez, c'est l'équivalent du SWAT. Par exemple, quand il y a une opération du SWAT à Washington, ou une descente sans sommation avec des hélicoptères, la police des parcs intervient. Donc en gros, il se retrouve avec, je sais pas, une équipe du SWAT, un champion, juste parce qu'il a critiqué Israël. Et des millions de jeunes à travers l'Amérique voient ça. Qu'est-ce qu'ils sont censés penser? Et franchement, la police du parc se comporte comme la garde prétorienne de Dana White. C'est une scène incroyable. Tu te souviens quand il y avait eu une polémique parce que Obama avait fait construire genre un terrain de basket à la Maison-Blanche? Oui. Je veux dire, si Biden avait gagné, ou peu importe, si Kamala avait gagné et qu'elle avait fait construire un terrain de basket, Trump et les républicains auraient complètement paniqué. Ils auraient fait une crise. La profanation de la Maison-Blanche. Et ensuite, ils diffusent ça. Enfin, c'est plutôt divertissant. Oui, c'est assez drôle, je l'admets. Mais quand même, avec toute la corruption qu'on voit là-dedans, la crypto de Trump, utilisée pour payer les combattants, pour récompenser le vainqueur, les Ellison, leur présence sur place, et tout ça diffusé sur leur propre chaîne. Oui. On va parler de la fusion dans un instant. Mais enfin, Son Strickland, lui, il en profite à fond. Il se moque de Trump et il en tire tout ce qu'il peut. Son tweet, c'est « Qui l'a mieux fait ?» Il se moque de tout ce rituel du baiser au mur que les candidats à la présidence doivent subir. Et j'imagine qu'il se moque aussi, d'une certaine façon, de ce qu'est devenu le judaïsme sur fond de génocide à Gaza et de guerre avec l'Iran. Et voilà, c'est ce qu'on obtient. J'imagine, après qu'il a été arrêté pour avoir critiqué Israël. C'est quand même un type qui, après le 7 octobre, avait dit qu'il soutenait Israël. Mais il a bien compris dans quelle direction souffle le vent. C'est une catastrophe pour Trump et pour Netanyahou. Et si on ne fait pas attention à la culture, on ne se rend pas compte à quel point la réaction va être énorme. World Liberty Financial, c'est un autre grand canal de corruption lié à Trump.
C'est dirigé par les fils Witkoff et les fils Trump, Alex et Zach Witkoff. Et une grande partie de l'argent vient du golf, en passant par la crypto. Plus précisément, par des stablecoins. Et puis il y a aussi Howard Lutnick et son fils, qui détiennent une part importante dans Tether, l'autre stablecoin qu'ils utilisent pour toutes leurs opérations. Ils ont même un bureau installé dans le Salvador de Bukele. Donc, World Liberty Financial s'est révélé jouer un rôle majeur dans cette affaire de blanchiment d'argent. Je ne sais pas si on a le droit de montrer ça. On risque d'être démonétisé. Paramount est en train de retirer toutes sortes d'images de cet événement. Ils ne veulent pas que vous voyiez ce qui s'est passé. En dat fantastiska prim de performance är Vemnix para World Liberty Financial. Listen to this. And USD1 is presented by World Liberty Financial. USD1 is a digital dollar. Send money faster and cheaper, available on leading exchanges. So the players are being paid performance bonuses through World Liberty Financial, which is probably coming from like the UAE. Ça vient probablement, disons, des Émirats arabes unis. Exactement. Parce que ce sont eux les principaux actionnaires de cette entreprise. Ils ont investi, j'ai oublié le montant, mais c'était énorme. Et juste avant, je crois, l'investiture de Trump, enfin, je pense que c'est après l'élection qu'ils ont fait cet investissement, si je me souviens bien de la chronologie. Et maintenant, ils peuvent payer, tu vois, les combattants de l'UFC qui participent au spectacle des 80 ans de Trump. Franchement, comme tu dis, c'est digne d'une idiocratie. Oui, ce combattant, qui arrive accompagné d'un vétéran centenaire, décoré de la médaille d'honneur pour la guerre de Corée, pendant que des marines saluent le combattant en short moulant. C'est vraiment le symbole parfait de la profanation de ces symboles américains. Tout ça se passe sur la pelouse de la Maison-Blanche, et c'est exactement ce qu'est le mouvement MAGA. Tout est faux. C'est artificiel, monté de toutes pièces. Et c'est très révélateur d'avoir David Ellison, présent à ce moment-là, comme principal relais de cette propagande. D'ailleurs, si vous avez regardé, chaque publicité mettait en avant Dana White, toutes, sans exception. Et Dana White, c'est l'un des plus gros donateurs du Super PAC de Trump, et il a un rôle dans son administration. Et là, juste devant, on voit David Ellison au premier rang. Here, David Ellison in the front row. Who's David Ellison? Qui est David Ellison? C'est le fils de Larry Ellison, un grand donateur de Trump et un proche de Benjamin Netanyahu. Les centres de données d'Oracle s'emparent de l'eau et des terres agricoles un peu partout aux États-Unis. David Ellison a supervisé le rachat de Paramount par Skydance, une opération orchestrée par l'administration Trump pour renforcer son contrôle sur les médias. Et tout ça, 48 heures après que la division antitrust du département de la justice, enfin, rien que de dire ça, ça devrait vous faire rire, qu'il existe une division antitrust au DOJ, qui fonctionne en réalité comme le cabinet d'avocats personnel de Trump, a approuvé la fusion de Paramount avec Warner Brothers. Ah, et voilà Zuckerberg. Zuck. Il faisait l'objet de toutes sortes d'enquêtes avant que Trump n'entre en fonction. Ensuite, souvenez-vous, il a changé de style. Il portait un T-shirt ample avec un médaillon. Ce n'est pas un hasard. Il faut le dire clairement. Trump est un actionnaire majeur de Paramount. C'est important pour comprendre à quel point tout ça est corrompu. Bien sûr que le ministère de la Justice va approuver la fusion. Ça va rapporter de l'argent à Trump et à sa famille. Et cette fusion, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On peut simplement regarder n'importe quel grand média. Par exemple, Politico explique que ça ouvre la voie à une fusion entre Paramount et la société de divertissement et de médias, qui possède un immense studio de cinéma et de télévision, CNN, et le service de streaming HBO Max. L'idée, c'est de fusionner tout ça avec Paramount Plus pour créer une nouvelle plateforme qui compterait environ 200 millions d'abonnés. Une telle opération bouleverserait complètement l'écosystème hollywoodien. En réunissant deux studios historiques qui étaient jusque-là rivaux, l'industrie du divertissement s'y oppose,
parce que beaucoup de gens vont perdre leur emploi, licenciement massif et tout ce qui va avec. Mais visiblement, tout indique que la fusion va être imposée de force. But looks like it's going to be rammed through. What are your thoughts? Qu'en pensez-vous? C'est difficile d'imaginer CNN, avec l'ancien lobbyiste de l'AIPAC Wolf Blitzer, les présentateurs ouvertement pro-Israël Jake Tapper et Dana Bash, qui ont affirmé à l'antenne que le Hamas avait décapité des bébés le 7 octobre, alors que leur seule source, c'était le gouvernement israélien qui leur avait dit ça. C'est difficile d'imaginer CNN devenir encore plus sioniste. Et pourtant, c'est ce qu'on va voir avec les Ellison qui reprennent la chaîne. Est-ce qu'ils vont aussi laisser Bari Weiss diriger CNN? Il y a eu des articles la semaine dernière qui disaient que oui. Puis il y a eu un retour de flamme, parce que Bari Weiss est devenue tellement embarrassante pour eux que peut-être qu'ils n'iront pas jusque-là, qu'ils ne seront pas aussi éhontés. Mais bon, que ce soit Bari Weiss ou pas, ça deviendra encore plus sioniste. Et CNN, malgré tout leur militantisme pro-Israël de la part de leurs présentateurs, a quand même eu quelques journalistes qui ont fait du bon travail, notamment sur Gaza. Je l'ai vu. CNN International. Il y a eu des choses plutôt bonnes, mais si les Ellison sont maintenant aux commandes, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que tout ça soit encore diffusé? J'en doute fortement. Yeah. Oui, Dana Bash, Jake Tapper, ces personnalités vont être mises en avant sur CNN. C'est ce qui va se passer. That's what will happen. Ils ont déjà essayé ça. Ils ont tenté de donner à Jake Tapper une émission en prime time. Ça a été un désastre. Il a disparu en quelques semaines. Alors, bon courage avec ça, à vouloir encore promouvoir votre liste de partisans d'Israël. Malheureusement, il existe encore quelque chose qui s'appelle l'audience et les audiences d'écoute. Et être un défenseur déclaré d'Israël sur une chaîne d'infos censée être équitable et équilibrée, ça ne passe tout simplement pas. Eh bien, ça montre simplement à quel point tout le projet des médias d'entreprise a toujours été idéologique. Il tombe le masque. C'est un peu la thèse de Michael Parenti dans Inventing Reality. Et vous savez, Henry Luce, celui qui a en quelque sorte créé les médias d'entreprise américains, était tellement idéologique qu'il soutenait le fascisme. Il admirait Mussolini. Mais il essayait de dissimuler cette idéologie derrière une idée de contrôle, en prétendant défendre la réalité et en promouvant le siècle américain. Et aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas une question d'audience. Il ne s'en soucie même pas forcément. Il n'y a peut-être même pas de véritable motivation financière à faire venir Bari Weiss. CBS est en train de couler. CBS perd de l'audience, c'est au plus bas. Vous voyez ce type, Tony Dokoupil, celui qui s'est fait circoncire à 40 ans pour pouvoir épouser sa femme israélienne. C'est lui, le présentateur. Et c'est probablement le présentateur le moins populaire. Il est complètement rejeté par le public américain. Et en plus, il n'a aucun talent. Elle a fait venir ce type, Nick Bilton, pour diriger l'émission 60 minutes. C'est Bari Weiss qui l'a choisi. Personne ne le connaît. Il n'a aucune expérience dans l'info. En gros, c'était un responsable produit et marketing. Je connais quelqu'un dans les médias qui l'a côtoyé, et il m'a dit que c'était juste un chef de produit moyen, du genre à gérer des partenariats commerciaux pour des groupes de presse. Le gars arrive, et là il vire Scott Pelley, qui était le plus grand relais de la CIA à 60 minutes. Il a fait quoi? 5 reportages pour promouvoir le syndrome de la Havane ces 2 dernières années, et un seul sur Gaza. Et maintenant, ils vont le remplacer par qui? Olivia Reingold? Ou quelqu'un du Free Press? Franchement, je ne vais pas regretter Scott Pelley avec sa petite mise en scène de mâchoire carrée et son air de « je me soucie de mon pays ». J'adore Zelensky. J'ai oint les plaies des pieds de Zelensky, Monsieur Trump. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Mais, vous savez, il ne va pas me manquer.
Et d'une certaine façon, c'est une bonne chose. Montrons au public américain à quel point les médias d'entreprise sont idéologiques et farouchement sionistes. Montrons-leur vraiment que c'est un ennemi du peuple et faisons venir ces fanatiques enragés sans talent. Puis montrons-leur la sortie. Les gens se tourneront vers les médias indépendants ou d'autres sources alternatives. Donc moi, je suis pour que Bari Weiss prenne la relève. So I'm here for Bari Weiss taking over. J'ai dû rester silencieux pendant toute cette histoire avec Scott Pelley, parce que tu vois, toute l'indignation était dirigée contre Bari Weiss et les Ellison, et c'était justifié. Mais ériger Scott Pelley en exemple d'intégrité journalistique, alors que, comme tu l'as dit, à chaque fois qu'il y a une campagne de propagande du département d'État ou de la CIA, il est là pour la relayer. Franchement, sur tous les sujets qu'on traite, il a toujours poussé la propagande qu'on démonte à chaque fois. C'est juste le reflet de la mauvaise gestion et du côté idéologique de Bari Weiss. Même Scott Pelley a fini par être écœuré. Il s'est levé et je pense qu'il a perdu son poste volontairement. Je le respecte pour ça, vraiment. Mais j'ai dû me taire pendant que tout le monde le félicitait, en sachant très bien quel est son vrai parcours journalistique. Il n'y a rien là-dedans qui mérite des applaudissements. Tout ce qu'il a fait était approuvé par la CIA. Il a eu 3 entretiens avec Zelensky, diffusés en 4 parties. Et le but de ces entretiens, c'était simplement de convaincre les Américains de soutenir l'envoi de milliards de dollars supplémentaires à l'Ukraine, d'envoyer encore plus d'hommes dans la machine de guerre pour prolonger ce conflit qui continue encore aujourd'hui. J'ai retrouvé un passage de cet entretien qu'il a fait avec, comment elle s'appelle déjà? Lulu Navarro. Et il y a un échange vraiment révélateur, je crois que j'ai mis le bon passage en favori, un échange qui montre très bien comment l'establishment perçoit le journalisme et ce qu'on est en train de perdre avec Bari Weiss, qui prend la direction de 60 minutes et commence à imposer son agenda. Oui, Bari Weiss. Et tu as parlé à Anderson pour s'assurer de renouveler son contrat. Désolé, je crois que c'est peut-être à ce moment-là. Reste exactement ça. Mais est-ce que vous pensez qu'ils peuvent vraiment faire confiance à ces garanties? Non. Bon, je ne le trouve pas. Désolé pour ça. La partie où il fait semblant de pleurer, c'est celle que j'essaie de retrouver. Et elle lui demande, c'était Tanya, non? Enfin bref. Il y a un passage où elle dit, Trump dit que tu détestes l'Amérique et que tu es entouré d'une bande de clones stupides et sans talent. Et tu vois, je vais essayer de le rejouer du mieux possible. Il dit, Lulu, je peux accepter qu'on me traite d'idiot et de clone. Tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est peut-être vrai. Mais une chose que je ne peux pas accepter, c'est qu'on me dise que je n'aime pas mon pays. Certes, je n'ai pas porté l'uniforme, mais j'ai été là, dans les tranchées, en Irak et en Afghanistan, aux côtés de nos soldats. Et je l'ai fait parce que j'aime mon pays. Et franchement, je ne sais pas si le président a déjà fait quelque chose de comparable. On devient journaliste parce qu'on aime son pays et parce qu'on croit à la liberté d'expression. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais aujourd'hui, tout ça sonne tellement comme une mise en scène. Et pour moi, ça résume parfaitement leur façon de penser. Cette génération de gens qu'on pousse dehors à 60 minutes. Ils croient vraiment qu'ils servent leur pays, presque comme s'ils portaient l'uniforme, en s'embarquant avec l'armée et en relayant le récit du Pentagone sur ses soi-disant invasions impérialistes en Afghanistan et en Irak. Parce qu'ils risquent peut-être leur vie dans un char. Ils se voient comme des patriotes. Et cette idée qu'on devient journaliste parce qu'on aime son pays, non, ce n'est pas pour ça qu'on est censé le faire. C'est pour ça que tout le monde vous déteste et que plus personne ne vous fait confiance.
On devient journaliste pour dénoncer les élites corrompues de son propre pays. D'une certaine manière, on est en guerre contre les forces qui contrôlent ce pays. In some ways, you're at war with the forces in control of your country. Ou même, plus simplement, si vous aimez les faits, si vous voulez dire la vérité aux gens, si vous croyez à la recherche de la vérité. Enfin, vous voyez, c'est la base de tout. Vous aimez simplement la vérité. Et ça, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est un idéal nationaliste, pas un idéal fondé sur les faits. And so now we're entering a new era, against the backdrop. Et donc maintenant, on entre dans une nouvelle ère, tu vois, sur fond d'idiocratie façon UFC sur la pelouse de la Maison-Blanche. Ceux qui sont propulsés dans ces grands temples du journalisme comme 60 Minutes, CBS ou CNN vont promouvoir une mafia très sectaire, très partisane. J'imagine que Scott Pelley, lui, représente l'ancienne mafia, celle de l'époque de John McCain côté républicain et d'Obama côté démocrate, lors de la Seconde Guerre mondiale. As the Republican and Obama as the Democrat, the post-World War II order. And this is like the late Roman Trump. Et c'est un peu comme cette mafia tardo-romaine, trumpiste et sioniste qui déteste l'islam. C'est pour ça que ce journaliste de Sky News, dont j'ai oublié le nom, vient d'être promu par Barry Weiss, simplement parce qu'il était un présentateur britannique noir qui passait son temps à dénoncer les musulmans. En gros, c'est tout ce qu'il avait à faire pour décrocher ce poste. Et donc, ils promeuvent, sans aucune honte, de façon totalement assumée, une vision idéologique et politique profondément impopulaire au sein d'institutions qui prétendaient autrefois être objectives. Je suis content que le masque soit tombé et que toute personne un peu lucide voit désormais que ce n'est pas objectif et que ce ne sont pas simplement les faits, madame. This is not objective, and these aren't just the facts, ma'am. Yeah, I'm not an accelerationist when it comes to politics, but I think in media, I think what you're saying does make sense, that Barry Weiss does fully lift the mask off, and everyone now can see what ideological system we're living under when it comes to our media. And so as bad as I feel for all the employees who have to work under her reign, I mean, imagine like being a professional journalist trying to take your job seriously, and all of a sudden your new boss is like a Zionist activist with no real journalism experience, who was an op-ed columnist who spent her life trying to get Palestinian Voices canceled. I mean, I feel bad for them. But if we're going to live under this corporate controlled ideological system, then I guess the most brazen, Les plus incompétents soient aux commandes, parce que ça nous montre, sans phare, ce sous quoi on vit vraiment. Oui, je veux dire, c'est terrible. Et ce sera terrible de voir ce qu'ils vont faire. Ainsi said. Mais ça ne va pas tomber sur un terrain fertile. Je veux dire, regardez simplement les influenceurs sionistes sur X ou sur Instagram. Est-ce qu'il y en a un seul qui soit un minimum convaincant ou attirant? Ils ne font que susciter de la colère, de la division et donner envie à tout le monde de vomir. Peut-être que le dernier à avoir eu un peu de crédibilité, c'était Jerry Seinfeld, et il est en train de ruiner son image. Il aurait pu rester comme George Costanza, ou peu importe, Jason Alexander. Lui, il a toujours défendu la solution à 2 États. Mais Jerry, lui, il ne peut pas s'empêcher de dire « Allez, Tsahal ». La Palestine n'existe pas. Mais alors, qu'en est-il des civils palestiniens? Pourquoi courent-ils vers les bombes? C'est vraiment atroce. Ce sera terrible à regarder, mais de plus en plus de gens vont se tourner vers les médias indépendants. Et je pense qu'il va y avoir une pression croissante pour censurer ces plateformes qui diffusent notre travail, comme on l'a vu pendant l'ère Biden. J'ai d'ailleurs parlé tout à l'heure de cette ligne jaune imposée à Gaza pour empêcher les gens de retourner chez eux, et de la ligne jaune qu'Israël impose maintenant au Liban.
On sait où cette ligne commence, mais on ne sait pas où elle s'arrête. Et cette ligne jaune, elle s'étend jusque dans notre propre société. C'est un peu comme une ligne jaune invisible, qui trace la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. What's acceptable and what's not acceptable. And it's encircling now corporate media. Et maintenant, ça encercle les médias d'entreprise d'une façon impossible à nier. Je veux dire, évidemment, les grands médias ont toujours été pro-Israël. Mais aujourd'hui, c'est clairement affiché par des milliardaires pro-Israël comme David Ellison et leurs sbires. Et nous, on est juste là pour franchir la ligne jaune. C'est pour ça que les médias indépendants doivent exister. Quand quelqu'un dit qu'il est indépendant, il doit s'opposer à ce système. Être indépendant, ça ne veut pas seulement dire qu'on n'est pas financé par un État ou une entreprise. Ça veut dire qu'on s'y oppose, qu'on propose une alternative à ce programme. Et d'ailleurs, pour revenir à « je pensais avoir laissé ça de côté », mais je n'ai pas pu résister. C'est encore un post de Danny Cormier. Oups, il l'a supprimé. Whoops, he deleted it. And then said he said he was hacked. Et puis, il a dit qu'il s'était fait pirater avant de récupérer le contrôle de son compte presque aussitôt. Franchement, ça n'a aucun sens. J'espère qu'on aura un peu de clarté pour qu'on puisse faire une mise à jour dans notre prochain live sur ce qui s'est vraiment passé. Parce que je pense que c'était vraiment important. Enfin, ça méritait une vraie couverture médiatique, ce tweet de Danny Cormier à propos d'Eric Trump. Et à l'avenir, si on avait un vrai gouvernement après Trump, ils enquêteraient sur tout ce délit d'initié et ils les poursuivraient. Mais bon, on sait bien qu'on n'aura pas ça. Ce sera comme Obama, qui n'a pas poursuivi un seul banquier après la crise financière. Je veux dire, ils étaient prêts à enquêter sur Trump pour toutes ces histoires inventées, comme les liens avec la Russie, alors que c'était complètement une supercherie. Ils l'ont fait. Et ensuite, ils ont voulu s'attaquer au 6 janvier, parce que le 6 janvier, c'était une attaque contre le Capitole. Mais bon, le délit d'initié, c'est un cas tellement évident pour eux. Ils devraient s'en occuper. Et politiquement, je pense que ce serait même populaire. Non, parce que les gens veulent voir la corruption tenue pour responsable. Sauf avec Nancy Pelosi, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Exactement. Il y a tellement de délits d'initiés au Congrès. C'est un peu... Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que font les Trump. Bon, j'ai une contrainte dans 15 minutes. Tu veux qu'on parle de l'intégration des armées, ou je t'en avais déjà parlé? C'est un sujet énorme. Et je pense que notre public adorerait entendre comment... Si vous pensiez qu'on était déjà complètement liés à Israël, eh bien, attendez d'entendre ce que certains au Congrès essayent de faire pour nous y enfoncer encore plus. Et ça, c'est l'initiative de Tom Cotton. Tom Cotton, c'est un peu notre AIPAC, mais il vient aussi de l'Arkansas, un État qui n'est pas parmi les plus gros créateurs d'emplois, avec une population rurale nombreuse et pas très aisée. Son idée, c'est en gros d'intégrer Israël à la base de production de défense américaine. Ça créerait des emplois en Arkansas, mais ça rendrait aussi la relation entre Israël et les États-Unis encore plus indissociable qu'elle ne l'est déjà. Parce que refuser ce projet reviendrait à priver de travail des gens qui en ont besoin là-bas. C'est peut-être encore plus dangereux que les quelques 300 milliards de dollars d'aide envoyés à Israël depuis 1948. Le site Responsible Statecraft a publié certaines des meilleures analyses sur cette initiative, qui fait partie du NDAA, la loi sur la défense, et qu'on appelle la section 224. Le texte du NDA a été adopté à la Chambre sans que cette disposition soit retirée. La faction pro-AIPAC a réussi à bloquer la tentative de la supprimer, une initiative que je crois Ro Khanna menait. Dans la version de la Chambre du projet de loi,
sur l'autorisation de la défense nationale pour 2027, on trouve une disposition appelée Initiative de coopération technologique en matière de défense entre les États-Unis et Israël. Elle pose les bases d'une collaboration bilatérale en recherche et développement, de la coproduction d'armes, de co-entreprises, d'accords de licence, et en réalité de toutes les formes possibles de coopération entre les complexes militaro-industriels américains et israéliens. Si elle est pleinement adoptée, cette proposition créerait un niveau d'intégration militaro-industrielle plus élevé que celui que les États-Unis entretiennent avec n'importe quel autre pays au monde. Elle fusionnerait les secteurs de la défense américain et israélien dans plusieurs domaines essentiels pour les champs de bataille du futur, comme les systèmes autonomes et le cyberespace. Et cela renforcerait encore l'influence déjà considérable d'Israël aux États-Unis, au-delà de ce qu'elle exerce aujourd'hui à travers le lobby pro-israélien et son vaste réseau d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Cela donnerait au gouvernement israélien la possibilité d'élargir considérablement l'un de ses leviers d'influence les plus puissants dans la politique américaine, les emplois aux États-Unis. En développant ou en lançant de nouvelles usines de coproduction, comme celle qu'il a déjà dans le Mississippi et l'Arkansas, le gouvernement israélien pourrait se vanter de créer des emplois sur le sol américain. Et ainsi, il s'assurerait le soutien de membres du Congrès qui représentent les circonscriptions où ces emplois se trouvent. Et puis tout ça est complètement opaque. Je veux dire, ça échappe totalement à la transparence. Ça peut être dissimulé. Tous ces accords peuvent être cachés derrière des programmes de sécurité nationale. Mais je pense que le point essentiel, c'est que ces emplois dépendront de la coopération avec Israël. Suspendre les livraisons d'armes à Israël ou remettre en question cette relation privilégiée reviendrait alors à priver des milliers et des milliers d'Américains de leur emploi, surtout dans les États pauvres et conservateurs. Et c'est justement ça le but. C'est exactement le but. En gros, ça revient à prendre en otage les travailleurs américains et leurs moyens de subsistance, en disant que si vous voulez qu'un district survive économiquement, il faut être pro-Israël avant tout. C'est une façon de reconnaître qu'ils ont perdu le soutien du public. Donc, la seule manière de maintenir l'aide américaine à Israël, de faire tourner la machine de mort israélienne, c'est de lier tout ça aux moyens de vie des travailleurs américains. J'imagine que c'était inévitable. Et ça veut aussi dire que jusque-là, il y avait chaque année quelques votes symboliques, vous savez, où Israël ne pouvait recevoir de l'aide que s'il respectait les obligations américaines et les lois sur les droits humains. Eh bien maintenant, oubliez ça. Ce ne sera même plus nécessaire, parce qu'Israël deviendra en gros une extension officielle du gouvernement américain. Je veux dire, ce débat existe depuis des années. Qui contrôle qui? Et je pense que, depuis le 7 octobre, c'est de plus en plus clair que c'est Israël, avec ses différents relais et ses proxys aux États-Unis, qui d'une certaine manière occupe le gouvernement américain et ses institutions. Mais j'en viens de plus en plus à penser qu'on ne peut plus vraiment les séparer, qu'ils ont été intégrés. L'élite du pouvoir qui contrôle les États-Unis fait désormais partie de ce système d'hégémonie sioniste. Et maintenant, tout cela va être formalisé à travers la loi de défense nationale, la NDAA, en 2027, avec la section 224 et une autre section, moins examinée, la section 662. Encore une fois, ici, c'est Responsible Statecraft. Le projet de loi, c'est la section 662 du NDAA, proposé par Tom Cotton, qui, comme on le sait, reçoit d'énormes dons de Myriam Adelson, Paul Singer et des habitués du genre, et qui est aussi président de la Commission du renseignement du Sénat, interdirait toute suspension, réduction ou limitation de ce partage, sauf en cas de menace précise et identifiable pour la sécurité nationale, déterminée par le président. Toute exception de ce type
devrait faire l'objet d'un rapport au Congrès dans un délai de 50 jours, détaillant non seulement la raison du changement, mais aussi les catégories d'informations concernées. Ce même rapport devrait inclure une évaluation de l'impact attendu sur la sécurité régionale et sur plusieurs autres aspects. En clair, il devient pratiquement impossible de suspendre le partage de renseignements américains avec Israël. This proposal is one of several recent moves by those in Washington who carry the Israeli government's water to keep the U.S. tied to Israel despite plummeting support. The most salient form of U.S. support has been more than $300 billion in U.S. aid. But Netanyahu is trying to get ahead of the declining public support and avoid embarrassing losses by suggesting it would be fine with him to phase out the military aid. And Aaron, you've been hearing like likely Democratic presidential candidates like Rahm Emanuel or Josh Shapiro, who are very closely tied to Israel, saying, yeah, we should stop directly. Pour donner l'impression qu'ils adoptent une position plus raisonnable, un peu plus critique, au moins à l'égard de Netanyahou. More critical view, at least of Netanyahu. Yeah, well, it didn't help their case. Oui, enfin, ça n'a pas vraiment aidé leur cause de faire semblant de prendre leur distance avec Israël, alors que Netanyahou a dit que c'était son idée. C'est comme ça qu'il a appelé Major Garrett, ou, comment Anya l'a-t-elle appelé déjà? Major Goyette. Oui, Major Goyet. Dans l'interview de l'émission 60 minutes, où Netanyahou avait choisi Major pour l'interviewer, il a dit « Oui, c'est très bien, je ne veux pas d'aide américaine, c'est en fait mon idée. » Donc, bon courage pour faire passer ça comme une rupture avec Israël, alors que même Netanyahou s'en attribue le mérite. Like some break from Israel when even Netanyahu is taking credit for it. So, the intelligence sharing. Donc, ce projet de loi sur le partage du renseignement arrive à un moment où le renseignement américain, surtout le renseignement militaire, la DIA, la Defense Intelligence Agency, mais aussi plusieurs autres agences à 3 lettres et des responsables américains, se tournent vers les médias. Des responsables à la Maison-Blanche parlent à la presse pour se plaindre que l'espionnage israélien visant des responsables américains, des troupes américaines et même le public américain dans son ensemble a atteint un niveau critique. Et selon les mots d'une source citée par le New York Times, il serait devenu incontrôlable. Le Pentagone verrait une menace d'espionnage croissante venant d'Israël. Le département de la Défense a relevé l'évaluation de la menace contre-espionnage à son niveau le plus élevé. On pense qu'Israël aurait espionné les négociations américaines avec l'Iran. Steve Witkoff, Michael D'Andrea, l'un des principaux conseillers de la Maison-Blanche sur l'Iran, et Elbridge Colby, au Conseil de sécurité nationale, feraient partie des personnes visées par Israël. On dit qu'Israël aurait installé des logiciels espions, du type Pegasus, sur leur téléphone pour les écouter. Il est aussi rapporté qu'Israël aurait intercepté les communications de soldats américains stationnés sur son territoire. Deux hauts responsables militaires américains ont déclaré que le personnel américain, en particulier ceux qui servent en Israël ou travaillent avec des homologues israéliens, étaient déjà bien conscients des risques de contre-espionnage avant la publication du nouveau rapport. Ces responsables, qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat pour évoquer des évaluations internes, ont précisé que le personnel américain applique toute une série de mesures de sécurité pour contrer la menace d'espionnage à l'intérieur d'Israël. La coopération entre les deux armées est très étroite, mais chacune doit aussi garder ses informations les plus sensibles secrètes. Ainsi, à mesure que les États-Unis renforcent leur présence militaire en Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils construisent une base commune à Kiryat Gat. Mais ils travaillent à des étages séparés, justement par crainte d'espionnage.
Israël intensifie ses activités d'espionnage. Et les États-Unis, en envoyant autant de soldats là-bas pour défendre la colonie d'apartheid, finissent en réalité par remettre à Israël le contrôle des données sensibles de leur armée. Max, ce que je retiens surtout de cette histoire, c'est qu'elle montre à quel point tu es nul pour te mettre en avant. Parce que tu n'as toujours pas mentionné que cette histoire confirme quelque chose que tu avais publié sur The Grey Zone il y a longtemps, non? C'était bien ça, qu'Israël avait été pris en train d'installer des dispositifs de surveillance sur genre un véhicule des services secrets. Tu avais sorti ça il y a longtemps, non? Tu sais, j'avais glissé ça dans l'un de mes rapports sur Charlie Kirk, parce que, à ce moment-là, j'avais tellement d'infos venant de sources à la Maison-Blanche qu'il fallait que je mette tout dehors. Mais j'en ai reparlé dans mon interview avec Tim Dillon en septembre 2025, juste après l'assassinat de Charlie Kirk. Et j'ai mentionné qu'une source à la Maison-Blanche m'avait dit que c'était, je crois, pendant l'une des nombreuses visites de Netanyahou à Washington, que des agents du Shin Bet avaient placé un dispositif de traçage sur un véhicule d'urgence du Secret Service. Et ce véhicule, c'était justement celui qui aurait été mobilisé en cas d'urgence concernant le président, y compris une tentative d'assassinat. Pourquoi ils auraient fait ça? Eh bien, je pense que certains m'ont pris de haut quand j'ai dit ça, ou m'ont traité de complotiste, quelque chose comme ça. Mais le New York Times a confirmé ce rapport, noir sur blanc. Oui. C'est choquant, franchement. Pourquoi est-ce qu'ils essayent de suivre le véhicule qui interviendrait en cas de tentative d'assassinat? Pourquoi s'intéressent-ils, vous voyez, aux tentatives contre la vie du président ou aux situations d'urgence autour de la Maison-Blanche? Oui, le Times a bien confirmé exactement ce que tu avais rapporté il y a quelque temps. Évidemment sans reconnaître ton travail. Mais tu sais, tu ne te facilites pas la vie en oubliant même ce genre de choses. En même temps, ça montre bien que tu restes concentré sur le vrai travail journalistique, pas sur la promotion. Alors, félicitations pour ça, parce que, enfin, oui, je me souviens quand tu avais sorti cette info, beaucoup de gens la balayaient d'un revers de main. Et maintenant, c'est même confirmé par le New York Times, même si ça arrive plusieurs mois plus tard. Oui, et je me suis toujours demandé qui d'autre était au courant de ça. Mais on dirait que Trump le savait à l'époque, ce qui aurait pu influencer sa façon de voir ses relations avec Israël. Et une chose que la source m'a dite, c'est que Trump est en fait préoccupé par des menaces contre sa sécurité physique, qui pourraient même venir de certains milieux pro-Israël. C'est quelque chose à quoi il pense. Mais bien sûr, Mike Waltz, dont on a diffusé un extrait tout à l'heure, l'ambassadeur à l'ONU quand il était à la Chambre, faisait partie de la commission chargée d'enquêter sur la fusillade de Butler, où, soi-disant, un tireur aurait effleuré l'oreille de Trump avec une balle, manquant de peu de lui ôter la vie et de mettre fin à sa campagne. Mike Waltz essayait de convaincre Trump que les gardiens de la Révolution, les services de renseignement iraniens, étaient derrière Butler. Ce sont donc ces forces-là qui ont vraiment travaillé sur Trump, sur le plan psychologique. Et en même temps, on a un rapport qui remonte, je crois, à 2018, publié par Politico. 3 anciens hauts responsables américains affirment qu'Israël aurait installé des dispositifs de surveillance Stingray un peu partout à la Maison-Blanche pour espionner le président et ses conseillers. C'était pendant le premier mandat de Trump. Mais comment ces appareils ont-ils pu entrer à la Maison-Blanche? Qui peut vraiment y pénétrer? Pendant ce temps, dans le débat public, les démocrates étaient en train de paniquer. Ils étaient obsédés par cette histoire inventée de Russiagate.
avec des rumeurs selon lesquelles la Russie aurait installé des dispositifs d'écoute chez Vodafone ou quelque chose du genre. Vous vous souvenez, c'était tout un scandale autour de Russiagate. Même l'équipe de Mueller avait enquêté là-dessus. C'est juste un autre exemple de toute cette hystérie autour d'une surveillance et d'une ingérence russe imaginaire, alors qu'en réalité, une surveillance et une influence israélienne bien réelles étaient en cours. Et personne ne s'en souciait, parce que cette infiltration, cette influence bénéficiait d'un soutien bipartisan. Absolument. Et enfin, le scandale. Je pense que le scandale est énorme. Si on pousse ma question jusqu'au bout, logiquement, comment sont-ils entrés à la Maison-Blanche? Il faut bien supposer que c'était un Israélien venu rencontrer Donald Trump ou quelqu'un de son équipe qui aurait installé ces dispositifs. Sinon, comment voulez-vous qu'ils soient entrés? Ce n'est pas comme si on pouvait les jeter par-dessus la clôture. Même ça ne passerait pas. Donc, ça pourrait être Netanyahu, qui aurait été surpris par l'ancien Premier ministre britannique, Boris Johnson, en train d'installer un micro dans les toilettes de sa maison. Boris Johnson en a parlé dans ses mémoires. Donc il semble que Netanyahou ait dirigé l'espionnage contre Donald Trump, voire même installé des dispositifs d'écoute. Et ça, si ces journalistes ont vraiment accès à toutes ces personnes, à la Maison-Blanche et à la DIA. Bon, c'est vrai que pour moi, c'est devenu plus difficile d'avoir des sources en ce moment. Mais s'ils ont cet accès, ils devraient poser ces questions sur le rôle personnel de Netanyahou. Sur ce, je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est tout j'ai. Bon, allez-y, faites chauffer les standards, les amis, contre l'article 224, contre l'intégration de l'armée de notre pays avec celle d'Israël. Vous y croyez, vous? Et puis, un grand merci à Jaime Francis, qui a été un généreux soutien de cette émission ces dernières semaines, via les super chats. Merci aussi à vous tous qui nous soutenez. Grâce à vous, on continue de grandir et d'élargir notre couverture. Wyatt Reed est toujours sur le terrain. Il suit la situation dans le sud du Liban et à Beyrouth. On revient très bientôt. Pensez à liker ce live, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à vous inscrire sur Substack si ce n'est pas encore fait, pour recevoir gratuitement tout ce qu'on publie dans votre boîte mail. Et si vous voulez nous soutenir davantage, on est aussi sur Patreon. J'y mets du contenu exclusif. On se retrouve très vite. Pour l'instant, on s'arrête là. Merci beaucoup, Aaron, et paix à tous. Thanks a lot, Aaron, and peace, everybody. Peace.